Paul Rosenberg, c'est un des plus grands marchands d'art moderne. C'est pour ça qu'il m'a particulièrement intéressée. C'est un découvreur de talent, mais c'est aussi un grand homme d'affaires. Il sait qu'il a la possibilité de vendre les productions des maîtres du XXe siècle, puisqu'il a dans son écurie, si je peux m'exprimer ainsi, à la fois Pablo Picasso et Henri Matisse. Il a pour voisins deux grands galéristes, Wildenstein et Paul Guillaume notamment, et Picasso est son voisin immédiat. Comme pour Matisse, il a avec lui un contrat de premier regard, c'est-à-dire qu'en échange de la priorité sur la production de l'œuvre, il assure un revenu stable aux artistes. Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Ces vernissages sont toujours des événements. Le tout Paris s'y presse et il a la possibilité, au 21 rue La Boétie, de présenter des expositions absolument somptueuses. Comment les marchands qui défendaient l'art moderne ont finalement vu leur galerie arianisée, à la fois par les ordonnances allemandes des autorités occupantes, mais également avec les lois du gouvernement de Vichy, et notamment une loi particulièrement importante, celle du 22 juillet 1941, qui préconise la mise en place d'un administrateur provisoire qui va venir arianiser les galeries d'art entre les mains de personnes qui étaient juives ou considérées comme telles. Et très vite, ces familles vont se voir dépossédées et à la fois de leurs galeries et également de leurs biens. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Une milice qui était chargée d'aller identifier et récupérer les différentes œuvres. Cette milice-là commence par dépouiller la rue de la Boétie, l'adresse de sa galerie, et une partie de son fonds commercial est déplacée dans un coffre à la BNCI, la Banque nationale du commerce et de l'industrie, à Libourne. Ouvrez un compte à la Banque nationale pour le commerce et l'industrie. C'est la façon la plus commode et la plus sûre de gérer votre argent. Lors de la fracturation du coffre-fort de Paul Rosenberg, François-Maurice Roganeau, qui est directeur de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, est dépêché par qui, j'en ai aucune idée, mais c'est un vichiste de première qui fait le portrait de Pétain en 1940, qui est historien, un peu artiste, revendicateur du retour à l'ordre pictural, qui dresse l'inventaire du coffre de Paul Rosenberg et qui établit des valeurs. C'est juste quelque chose d'arbitraire. Et c'est issu d'aucune réalité, sinon de la sienne. Et je voudrais pas être dans sa tête. L'affaire Gurlitt, c'est la découverte en 2012 d'une grande collection d'art retrouvée dans un appartement modeste de la banlieue de Schwabing à Munich. Et dans cet appartement, qui est l'appartement du fils d'Hildebrand Gurlitt. Nous, les historiens d'art, nous connaissions Hildebrand Gurlitt car c'était un marchand d'Hitler. Il avait, à partir de 1943, la mission d'acheter des œuvres d'art pour la galerie de Linz, pour le Führer Museum. La femme voilée de Matisse, effectivement, se trouve dans le coffre de Libourne. Une fois qu'elle est réquisitionnée par l'armée allemande,
elle est transférée au jeu de paume. Et au jeu de paume, ce tableau-là fait l'objet d'un échange avec d'autres Matisse contre un tableau ancien d'un marchand qui habite juste en face du jeu de paume, 222 rue de Rivoli. Et voilà, le commerce, il y a un commerce qui se fait au jeu de paume, des échanges de tableaux, notamment donc, entre Hermann Göring pour nourrir sa propre collection personnelle et le fonds commercial de Gustav Rothschild qui est marchand d'art. Ce tableau-là, visiblement, à en croire les fiches ERR, passe des mains de Gustav Rothschild à Gurlitt. Ça se passe après la Seconde Guerre mondiale, en 1953, puis ce tableau-là passe de main en main entre Gurlitt père et Gurlitt fils, de 53 à 56, et est retrouvé effectivement en 2015. Quand j'ai commencé ce travail, ce tableau n'était pas encore récupéré, et j'étais tombé presque follement amoureux de ce tableau-là. Je sais pas, il y avait quelque chose comme une petite Joconde algérienne de Matisse. J'étais vraiment tombé en pamoison devant ce tableau, et je suis très content qu'on puisse en parler.